Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler d'espace vectoriel normé. Nous aurons l'occasion de calculer la norme d'une matrice ou d'une application linéaire et d'étudier une suite dans un espace vectoriel normé. Comme support de discussion, nous allons considérer l'exercice suivant. Dans l'espace vectoriel réel des fonctions de R dans R, on considère le sous-espace vectoriel π engendré par les fonctions cosinus et sinus. Pi, c'est donc l'ensemble des fonctions de la forme f à x associé f de x égale alpha cosinus x plus bêta sinus x, alpha et bêta étant des réels. Premièrement, pour tout f de pi, on définit f1 par f1 de x égale exponentielle x, intégrale de x à plus l'infini, exponentielle moins t, f de t dt. Montrer que la transformation qui a f associe phi de f égale f1 est une application linéaire de π dans π. Deuxièmement, donner la matrice de phi relativement à la base de π, constituée par les fonctions cosinus et sinus. Et troisièmement, on munit π de la norme de convergence uniforme, norme infinie de f égale le sub de valeur absolue de f de x quand x varie dans R. Déterminer une constante k strictement positive telle que pour tout f dans π en est norme infinie de f1 ou de phi de f est inférieur ou égal à k norme infinie de f. Enfin, quatrièmement, pour tout f dans π, on définit par récurrence la suite fn par f1 c'est phi de f, et pour tout n supérieur ou égal à 1, f indice n plus 1 est égal à phi de f indice n. Étudier l'existence de la limite de cette suite relativement à la norme définie sur π et déterminer la valeur de cette limite. Nous allons donc commencer par montrer que la transformation phi est une application linéaire de π dans π. Phi à f associe phi de f égale f1 et f1 est défini par cette expression. Alors, nous avons f1 de x est égal à phi de f appliqué à x égale exponentielle x intégrale de x à plus l'infini de exponentielle moins t f de t dt. Nous devons montrer que pour tout f dans π, cette expression est toujours bien définie et que f1 est un élément de π. Alors pour montrer que phi de f est toujours définie, il suffit de montrer que l'intégrale généralisée qui est là est toujours convergente. Alors pour le voir, il suffit de le faire pour les fonctions de la base cosinus et sinus, car s'il y a convergence, on peut utiliser la linéarité. Nous allons donc montrer que phi de cos et phi de sinus sont bien définis. On peut poser g de x égale phi de f où f est cos appliqué à x qui est égal à exponentielle x intégrale de x à plus l'infini de exponentielle moins t cosinus t dt, et nous allons poser h de x égale phi de la fonction sin appliqué à x ou encore exponentielle x intégrale de x à plus l'infini de exponentielle moins t sinus t dt. Alors nous allons commencer par montrer que g et h sont bien définis. Pour cela, il suffit de vérifier que les intégrales généralisées sont convergentes. Ceci est très simple puisque on remarque que la valeur absolue de exponentielle moins t cosinus t est majorée par la fonction exponentielle moins t
qui est intégrable sur x plus l'infini. Cette intégrale converge. C'est facile, on calcule une primitive et on voit bien que ça va donner exponentielle de moins x. Donc, l'intégrale généralisée de x à plus l'infini de exponentielle moins t cosinus t dt converge. De même pour l'autre, la convergence vient du fait que la valeur absolue d'exponentielle t sinus t est aussi majorée par la fonction intégrable exponentielle moins t. Ceci permet d'affirmer que g et h sont bien définis sur R. Maintenant, si nous considérons un élément f de pi, il va s'écrire f égale alpha cosinus plus bêta sinus. Cosinus et sinus sont les fonctions de la base qui engendrent pi. Et dans ce cas, si nous calculons phi de f appliqué à x, elle va être égale à exponentielle x, intégrale de x à plus l'infini de exponentielle moins t, f de t, c'est-à-dire alpha cosinus t plus bêta sinus t dt. Les intégrales avec cos et sin étant convergentes, par linéarité, cela s'écrit alpha fois exponentielle x intégrale de x à l'infini de exponentielle moins t cosinus t ou bien alpha g de x plus bêta h de x. G, h étant des éléments bien définis, donc alpha g de x plus bêta h de x est bien défini. Autrement dit, quel que soit f appartenant à pi, phi de f est bien défini. Reste à montrer que phi de f appartient à pi. Alors pour montrer que phi de f appartient à p, il va falloir montrer que phi de f peut s'exprimer dans la base, donc en fonction de cosinus et sinus. Nous allons d'abord le faire pour les fonctions de la base, pour f égale cos et pour f égale sin. Nous reposons g de x égale phi de cosinus appliqué à x, ou bien exponentielle x intégrale de x à plus l'infini, exponentielle moins t, cosinus t dt, et h de x égale phi de sinus appliqué à x, ou encore exponentielle x intégrale de x à plus l'infini, exponentielle moins t, sinus t dt. Nous allons montrer que les fonctions g et h s'expriment à l'aide de cosinus et de sinus. Considérons g de x, c'est-à-dire exponentielle x intégrale de x à plus l'infini de exponentielle moins t cosinus t dt. Si nous faisons une intégration par partie en posant u, c'est exponentielle moins t, et v', c'est cosinus t, g de x s'écrit exponentielle x facteur 2. Alors u fois v, c'est exponentielle moins t sinus t à prendre entre x et plus l'infini puisqu'il y a convergence. Alors moins l'intégrale de u'v, donc plus l'intégrale de x à plus l'infini de u'v avec le
le moins avec le moins, donc ça donne plus. Et donc il reste exponentielle moins t, sinus t, dt. Alors développons. Le crochet vaut en plus l'infini c'est 0. La fonction sinus est bornée et l'exponentielle tend vers 0. Et en x, ça donne moins exponentielle moins x sinus x à multiplier par exponentielle x. Et on trouve g de x égale moins sinus x plus l'exponentielle fois cette intégrale n'est autre que h de x. Si maintenant nous reprenons le calcul de g et nous intégrons par partie en prenant exponentielle de moins t égale u' et cosinus t égale v, nous obtenons cette fois-ci g de x égale exponentielle x facteur 2. Alors, u fois v, c'est donc moins exponentielle moins t fois v, donc moins exponentielle moins t fois cosinus t à prendre entre x et plus l'infini, moins intégrale de u fois v'. Alors il y aura un moins dans exponentielle moins t fois la dérivée de cos moins sin, donc moins l'intégrale de plus exponentielle moins t sinus t dt. Alors, en développant, le crochet pour l'infini vaut 0 pour les mêmes raisons. Cosinus est borné et l'exponentielle tend vers 0. Et en x, il va donner plus exponentielle moins x cosinus x à multiplier par exponentielle x. Et on trouve g de x égale cosinus x. Alors moins exponentielle fois l'intégrale, donc moins h de x. Si nous combinons cette relation 1 et cette relation 2, nous voyons qu'en ajoutant 1 à 2, nous trouvons g de x égale cos moins sin, ou bien g de x égale 1 demi cosinus x moins sinus x. Et en faisant la différence 1 moins 2, nous trouvons 2h de x moins sin moins cos égale 0, ou bien h de x égale 1 demi cosinus x plus sinus x. Alors, ce calcul montre que g et h s'expriment à l'aide de cos et sin, donc appartiennent à pi. Si maintenant nous prenons f, un élément quelconque de pi, f va s'écrire alpha cosinus plus bêta sinus, et donc on voit par linéarité que phi de f va être égal à alpha g plus bêta h, qui appartient bien au sous-espace vectoriel pi. Donc on voit que phi applique pi dans pi. La linéarité de phi est immédiate. Deuxième question, donnez la matrice de phi relativement à la base de pi constituée des fonctions cosinus et sinus. Cette matrice sera déduite à partir des relations qu'on vient d'établir ici, à savoir la relation qui est là, que j'appelle 3, et la relation 4. Ceci n'est autre que phi de cosinus appliqué à x, et là nous avons phi de sinus appliqué à x, et donc on trouve facilement comme matrice M égale, alors sur la base cos sin, nous avons phi de cos égale 1 demi cos moins 1 demi sin, et phi de sin égale 1 demi cos plus 1 demi sin. La matrice c'est donc
1 demi moins 1 demi, 1 demi, 1 demi. Revenons au sujet. Troisième question. En minupi de la norme de convergence uniforme, norme infinie de f égale le sub de valeur absolue de f de x quand x appartient à R, déterminer une constante k strictement positive, telle que pour tout f dans pi en est norme infinie de f1, c'est-à-dire de phi de f, inférieur ou égal à k, norme infinie de f. Nous avons f qui s'écrit f de x égale alpha cosinus x plus bêta sinus x. On peut donc représenter f par le vecteur x de ses coordonnées dans la base cosinus sinus de pi. Et on peut, puisque f1 est égal à phi de f, on peut représenter f1 par le vecteur de ses coordonnées dans la base cosinus-sinus qui s'obtient en multipliant la matrice par le vecteur x qui représente f, puisque f1 est égal à phi de f. Donc, nous allons chercher k positif. Nous allons chercher k positif tel que norme infinie de f1 est inférieur ou égal à k, norme infinie de f. Pour cela, norme infinie de f va être le sup de la valeur absolue de f de x lorsque x varie dans R, ou bien le sup de la valeur absolue de alpha cosinus x plus bêta sinus x lorsque x varie dans R. Nous allons évaluer ce sup. Pour cela, nous allons écrire l'expression alpha cosinus x plus bêta sinus x avec soit le cos ou le sin uniquement, et on sait qu'on peut l'écrire sous la forme racine de alpha carré plus bêta carré cosinus de x moins un certain angle phi ayant pour cosinus alpha sur la racine de alpha carré plus bêta carré et pour sinus bêta sur racine de alpha carré plus bêta carré. Ce qui nous permet de voir, ça c'est la norme infinie, de voir que la norme infinie de f est égale, puisque le module ou la valeur absolue du cos admet pour max 1, pour sup 1 sur R, donc cette norme n'est autre que la racine de alpha carré plus bêta carré. Et on voit que c'est la norme euclidienne du vecteur x qui contient les coordonnées de f dans la base cosinus sinus de pi. Maintenant, nous savons que la norme infinie de f1 va s'écrire pour les mêmes raisons comme étant la norme euclidienne du vecteur y qui contient les coordonnées de f1 dans la base cosinus sinus. Y est égal, puisque f1 c'est phi de f, à m
fois x, donc c'est la norme euclidienne du produit m fois x, qui est majorée par la norme 2 de la matrice M fois la norme euclidienne du vecteur x. La norme euclidienne de x, c'est la norme infinie de f, ce qu'on vient de voir. Et donc, nous avons ceci. La norme infinie de f1 est majorée par la norme 2 de la matrice M fois la norme infinie de f. Il reste donc à évaluer la norme 2 de la matrice M. C'est par définition le sup sur les vecteurs de norme 1 sur la sphère unité de la norme euclidienne de mx. Alors x représente les coordonnées de f, donc x égale alpha, bêta. Le vecteur mx, c'est le vecteur, alors m c'était 1 demi dans la première ligne, donc 1 demi alpha plus 1 demi bêta, moins 1 demi dans la deuxième ligne, donc moins 1 demi alpha plus 1 demi bêta. Ça, c'est le vecteur y, donc égal y qui contient les coordonnées de f1 dans la base cosinus sinus. Enfin, revenons au calcul de la norme 2 de la matrice M. C'est donc le sup sur la norme de x égale 1 ou bien racine de alpha carré plus bêta carré égale 1 ou bien alpha carré plus bêta carré égale 1 de la norme euclidienne de mx ou bien de racine 1 demi alpha plus 1 demi bêta au carré ou bien 1 quart facteur de alpha carré plus bêta carré plus 2 alpha bêta plus le carré de la deuxième composante ou bien plus 1 quart alpha carré plus bêta carré moins 2 alpha bêta. Le 2 alpha bêta fois 1 quart disparaît. Nous sommes sur les vecteurs de norme 1, donc alpha carré plus bêta carré est partout égal à 1. Et en réalité, nous prenons le sup d'une constante, à savoir racine de 1 demi. Donc la norme 2 de m est égale à racine de 2 sur 2. Et c'est ça la constante cherchée qui est bien strictement positive. Nous avons donc montré que la norme infinie de f1 est majorée par racine de 2 sur 2 fois la norme infinie de f. Revenons au sujet pour voir la dernière question. Dans cette dernière question, pour f dans pi, on définit par récurrence la suite fn par f1 égale phi de f, et pour tout n supérieur ou égal à 1, fn plus 1 égale phi de fn. Étudier l'existence de la limite de cette suite relativement à la norme définie sur pi et déterminer la valeur de cette limite. Nous avons donc la suite qui est définie par f1 égale phi de f et pour n supérieur ou égal à 1, fn plus 1 égale phi de fn. Alors, nous déduisons de la question précédente que la norme infinie de fn plus 1, qui est l'image de fn par phi, est majorée par racine de 2 sur 2, notant que tous les fn sont dans pi, multiplié par la norme infinie de fn. Là, nous avons la norme infinie. Donc, par récurrence, il est facile d'établir que la norme infinie de fn est majorée par racine de 2 sur 2 puissance n moins 1 fois
la norme infinie de F1. N-1 car on arrête à N, à 1. Et donc, puisque lorsque n tend vers l'infini, ce terme tend vers 0, nous avons bien la limite de la norme infinie de Fn lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0, ce qui signifie que la suite Fn converge vers 0 pour la norme définie dans pi, c'est-à-dire la norme de convergence uniforme. Je vous remercie.